On dit qu'Hollywood fabrique des stars. Mais il suffit d'un rien. Une remarque jalouse, un rôle volé, même un simple regard glacé, pour briser une carrière. Sophia Loren le sait mieux que quiconque. Pendant des décennies, elle a régné sur le cinéma italien, éblouissant le monde par sa beauté et son talent. Mais derrière les paillettes, les murmures et les rivalités ont lentement érodé son héritage. Aujourd'hui, à 90 ans, elle ne retient plus rien. Elle révèle les 5 acteurs qui, morceau par morceau, ont tenté de détruire sa carrière. Cary Grant, un amour interdit. La plus grande tragédie de Sophia Loren n'a pas été un film raté ni une critique assassine, mais Cary Grant. Il fut son grand amour, sa déchirure la plus douloureuse, et l'homme qui, sans même s'en rendre compte, détourna le cours de sa carrière. En 1956, sur le tournage de La Flamme et la chair, Loren n'avait que 21 ans. Jeune, radieuse, encore étrangère à Hollywood, elle apprenait l'anglais à peine et restait attachée à son Italie natale. Cary Grant, lui, avait 53 ans, élégant, raffiné, déjà une légende. Marié à sa 3e épouse, Betsy Drake, il paraissait intouchable. Mais dès qu'elle le vit, Sophia fut ensorcelée. Quand j'ai enfin aperçu le profil inimitable de Cary à la porte, j'ai cru que j'allais m'évanouir, avouera-t-elle plus tard. Il était exactement comme à l'écran, charmeur, magnétique, presque irréel. Malgré l'écart d'âge et leurs engagements respectifs, Grant marié, Loren secrètement fiancée au producteur Carlo Ponti, ils glissèrent dans une liaison qui les dévora tous deux. Grant la poursuivit avec une ardeur qui surprit même Loren. Il lui écrivait de longues lettres quasi mystiques, l'exhortant à penser à lui chaque nuit. Il l'appelait chaque matin. Il lui envoyait des bouquets quotidiens et 2 bracelets d'or gravés. Ceux-ci te protégeront. Dans une lettre, il écrivit « Pardonne-moi, cher enfant. Je te presse trop. Prie, et moi aussi je prierai. Jusqu'à la semaine prochaine. Adieu, Sophia. Cary. » Sophia y crut. Elle crut à l'homme dont les rôles semblaient si nobles, si doux, et pensa qu'il l'était aussi une fois les caméras éteintes. Elle crut à ses murmures de divorce, à la promesse d'une vie commune. Mais Hollywood est bâti sur des illusions. En 1957, Sophia attendait encore que la promesse se réalise. Ce fut une autre lettre qu'elle reçut, cette fois de Betsy Drake, froide, brutale, définitive. Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et sa scène avec toi est terminée. Pour Loren, ce fut plus qu'un rejet, une humiliation. Elle comprit, en une nuit, que l'homme qu'elle pensait aimer avait toujours joué la comédie, pas seulement à l'écran, mais dans la vie. J'ai cru autrefois que les hommes pouvaient être aussi tendres que les rôles qu'ils interprétaient, confia-t-elle plus tard. Mais ils jouaient, et moi j'étais vrai. Brisée, Loren retourna vers Carlo Ponti. Lui qui la courtisait depuis des années, elle accepta sa demande en mariage, non par passion, mais par résignation. Un choix qui l'entraîna dans un autre malheur. Ponti étant encore marié selon la loi catholique italienne, leur mariage secret par procuration au Mexique fut condamné par le Vatican. Sophia fut accusée de bigamie, ostracisée en Italie, contrainte à l'exil en France et en Suisse. Ce qui aurait pu être un grand mariage hollywoodien avec Cary Grant devint une vie sous l'ombre du scandale. Si La Flamme et la chair fut le commencement, la blonde explosive marqua la chute. Le rôle, écrit à l'origine pour Betsy Drake, fut imposé à Sophia par Grant lui-même. Ce remplacement public fut vécu comme une trahison et fit scandale. La presse surnomma Loren briseuse de ménage. Les producteurs, redoutant les remous, commencèrent à prendre leur distance. Le réalisateur Melville Shavelson reconnut plus tard que la tension était intenable. La chimie sexuelle était réelle, trop réelle. Le film en devenait impossible à diriger. Au lieu de cimenter sa carrière américaine, Houseboat fit d'elle une coupable aux yeux de l'opinion. Grant, lui, resta indemne. Sophia, elle, porta seule la honte. Lorsqu'enfin, en 1966, Loren put épouser légalement Carlo Ponti,
Sa vie trouva une stabilité, mais le mal était fait. Elle avait choisi Ponty, mais au prix de l'acceptation d'Hollywood. Les studios américains la cataloguèrent. Trop scandaleuse, trop européenne, trop difficile. Des rôles qu'elle aurait pu conquérir lui échappèrent. Grant, lui, continua de briller, se maria de nouveau, demeurant adoré du public. Lorraine, de son côté, dut lutter de toutes ses forces pour se reconstruire, non plus comme une starlette réduite à une liaison, mais comme une actrice reconnue. Elle gagna son Oscar pour La Tiara en 1962, une victoire née de sa résilience, et non du soutien d'Hollywood. Marlon Brando, franchir la ligne. Sophia Loren a connu l'humiliation aux mains de l'un des hommes les plus puissants du cinéma, Marlon Brando. L'histoire de ce qui s'est passé sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong en 1967 n'est pas seulement celle d'une querelle. C'est l'histoire d'une violation, d'une ligne franchie dans le silence et du prix terrible qu'une femme pouvait payer lorsqu'elle osait parler. Au milieu des années 1960, Loren et Brando étaient deux géants internationaux. Brando, le génie de Sur les quais et un tramway nommé Désir, était l'icône du jeune homme révolté qui avait réinventé le jeu d'acteur américain. Lorsque Charlie Chaplin annonça qu'il allait réaliser La Comtesse de Hong Kong, le monde s'attendait à un miracle. Le duo Brando-Loren promettait l'histoire du cinéma. Une comédie romantique à bord d'un paquebot, pleine de charme, de glamour et d'esprit. Mais au lieu de cela, ce fut l'un des épisodes les plus laids de la carrière de Sophia Loren. Dans ses mémoires. Hier, aujourd'hui, demain, ma vie. Loren raconte l'instant qui changea tout. Tout à coup, il a posé ses mains sur moi, écrit-elle. Je me suis retourné calmement, j'ai soufflé dans son visage comme un chat caressé à rebrousse-poil et j'ai dit « N'ose jamais plus recommencer, plus jamais ». Ces mots tombèrent sur le plateau comme du verre brisé. Brando, l'un des acteurs les plus intouchables du monde, venait d'empoigner sa partenaire devant l'équipe. La réaction de Loren fut instantanée, intrépide, inoubliable. Elle le fixa droit dans les yeux, le pulvérisant de son regard. Pour la première fois, Brando sembla petit, désarmé, presque honteux de sa propre célébrité. Il ne tenta plus jamais, mais le mal était fait. La violation ne fut que le début. Dès lors, leur relation professionnelle s'effondra. Les scènes censées dégager de la tendresse exhalaient une froideur insoutenable. Brando, déjà réputé pour son arrogance et ses retards chroniques, devint impossible. Chaplin lui-même le réprimanda publiquement pour avoir fait attendre toute l'équipe. Selon Loren, la colère du maître réduisit la voix de Brando à quelque chose de très petit, presque éteint. Mais même l'autorité de Chaplin ne put effacer l'hostilité qui régnait entre ces deux vedettes. Là où l'affiche du film montrait la passion, la caméra ne captait que la tension. La chimie supposée entre Loren et Brando se dissolvait en gestes figés, en étreintes raides, en regards qui refusaient de se croiser. À cette époque, pour beaucoup d'actrices, le silence était une stratégie de survie. Mais Loren choisit la défiance. Elle ne cacha pas ce que Brando avait fait. Elle fixa des limites, à haute voix, devant une équipe qui avait sans doute déjà vu ce genre de comportement à maintes reprises. Un geste courageux, mais lourd de conséquences. Brando était intouchable à Hollywood. Sa parole pesait, et les murmures circulèrent de vite. Sophia Loren, autrefois courtisée comme la future reine du cinéma américain, se retrouva face à moins d'invitations, moins de propositions et plus de rumeurs la qualifiant de difficile. Elle n'avait pas plié devant l'un des rois d'Hollywood, et elle le paya cher. L'arrogance de Brando était légendaire. Il s'était querellé avec Frank Sinatra, avait méprisé des réalisateurs et avait humilié des partenaires comme Maria Schneider lors du tournage de Dernier Tango à Paris. Pour lui, les limites étaient de fait pour être testées, brisées, puis tournées en dérision. Mais pour Loren, l'incident de la comtesse de Hong Kong laissa une cicatrice. Elle garda toujours sa dignité, mais avoua plus tard qu'il était très difficile de travailler avec lui après cela.
Chaque scène devenait un rappel du mépris qu'elle avait subi. Et pourtant, elle refusa d'être définie par cet épisode. Elle continua à tourner, à remporter des acclamations, mais elle n'oublia jamais. Charlton Heston, haine silencieuse et regard glacé, Sophia Loren, déesse italienne aux yeux d'orage et aux courbes capables de réduire une salle entière au silence, était censée vivre éternellement dans ces mythes. Charlton Heston, prophète ciselé des 10 commandements, guerrier immortel de Ben-Hur, devait être son égal. Quand les deux furent réunis pour l'épopée El Cid en 1961, le monde attendait des étincelles de passion à l'écran. Ce qu'il obtint à la place fut une guerre ouverte qui déborda du plateau et, selon Loren, faillit briser sa carrière. El Cid n'était pas un film ordinaire. C'était un drame historique grandiose tourné en Espagne, retraçant la légende de Rodrigo Díaz de Vivar, chef de guerre médiéval devenu héros national. Samuel Bronston, producteur ambitieux, investit des millions pour en faire un spectacle inoubliable. Pour incarner son héros, il choisit Charlton Heston, auréolé de son triomphe aux Oscars pour Ben-Hur. Il était la royauté d'Hollywood, convaincu que le film lui appartenait. Puis vint Sophia Loren, choisie pour incarner Doña Jimena, l'épouse fidèle de Rodrigo. À cette époque, Loren avait déjà conquis l'Europe et Hollywood, partageant l'écran avec Cary Grant, Frank Sinatra et Anthony Perkins. Glamour, adulée, elle n'avait pas peur d'exiger ce qu'elle estimait mériter. Mais ces exigences allaient déclencher une querelle avec Heston, qui transforma le tournage en champ de bataille. Loren ne se contenta pas d'accepter son rôle. Elle négocia un salaire colossal, supérieur à celui d'Heston, dit-on, et obtint $200 par semaine pour son coiffeur personnel. Elle fit traduire le script en italien, puis réécrire en anglais dans un style qui lui convenait. Elle insista pour davantage de scènes romantiques, refusant d'être reléguée au rôle de simple épouse décorative. Heston, roi incontesté des fresques hollywoodiennes, fut outré. Il se croyait l'unique star d'El Cid. Or, il voyait désormais l'influence de Loren remodeler le film. Les producteurs réécrivaient des scènes pour la mettre en valeur, transformant peu à peu l'épopée guerrière en mélodrame romantique. Pour Heston, dont l'orgueil était déjà immense, c'était insupportable. Très vite, l'animosité entre les deux stars empoisonna le plateau. Le glamour de Loren, ses retards, son perfectionnisme, tout agaçait Heston. Il en vint, dit-on, à exiger qu'un double se substitue à lui dès que la caméra ne filmait qu'elle. Même les scènes d'amour étaient un supplice. Dans la séquence finale au lit de mort, où Rodrigo et Jimena devaient rayonner d'une dévotion tragique, Heston parvint à peine à la regarder. Plus tard, il expliqua, presque moqueur, qu'il regardait vers l'avenir plutôt que dans les yeux de son épouse. Ce que le public prit pour de la noblesse stoïque n'était en réalité que du mépris glacé. En coulisses, l'hostilité infiltra aussi la politique de production. Les affiches du film plaçaient le nom d'Heston au-dessus de celui de Loren, déclenchant une plainte de l'actrice italienne contre Bronston pour rupture de contrat. Pour elle, ce n'était pas de la vanité. C'était une question de survie dans une industrie où l'ordre des crédits déterminait le pouvoir. Si El Cid fut un succès au box-office et demeure un classique, les cicatrices de cette querelle restèrent béantes. Les critiques remarquèrent l'étrange absence de chimie entre les deux stars. Newsweek écrivit que Mademoiselle Loren et Heston passent la majeure partie du film à simplement se lancer des regards furieux. Pour Loren, ce fut plus qu'une déception artistique, une dévastation personnelle. L'influence d'Heston à Hollywood, combinée aux rumeurs de son prétendu comportement de diva, referma des portes. Les rôles se firent rares. Les studios américains hésitaient désormais à la choisir, redoutant la réputation que l'un des hommes les plus puissants du cinéma avait fait peser sur elle. Elle confia un jour en privé. « Ils m'ont puni parce que je voulais du respect. Ils ne pouvaient pas me pardonner de ne pas m'incliner devant son ego.
Jayne Mansfield, le coup d'œil le plus célèbre de l'histoire d'Hollywood. C'est l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Sophia Loren, déesse italienne du cinéma, lançant un regard assassin vers le décolleté vertigineux de Jayne Mansfield. Pris en 1957 lors d'une soirée à Beverly Hills, ce cliché est devenu immortel, partagé à l'infini comme un mème, l'ultime side-eye. Mais pour Loren, ce moment n'avait rien d'une plaisanterie. Derrière ce regard glacé se cachait la peur, la colère et la certitude qu'à Hollywood, une seule soirée scandaleuse pouvait suffire à ruiner une carrière. Et Mansfield, la première blonde explosive du cinéma américain, faillit bien y parvenir. Sophia Loren venait de signer un contrat majeur avec Paramount. Elle avait 22 ans, éblouissait déjà l'Europe par sa beauté et son talent brut, et désormais Hollywood la réclamait. Pour marquer son arrivée, Paramount organisa une fête fastueuse à Beverly Hills. Cette soirée devait être celle de Sophia, son grand couronnement en tant que nouvelle star américaine. Puis Jayne Mansfield fit son entrée. En retard, théâtrale, parfaitement consciente que les photographes l'attendaient, Mansfield se présenta sous les projecteurs. Elle avait tout ce que la presse adorait. Une chevelure platine, des formes généreuses et une robe si échancrée qu'elle semblait taillée pour provoquer le scandale. Et le scandale arriva aussitôt. Mansfield ignora la salle remplie de célébrités et se dirigea directement vers la table de Loren. Elle s'assit à ses côtés, se penchant juste assez pour que chaque flash immortalise son décolleté. Les photographes s'en donnèrent à cœur joie. La réaction de Loren, figée sur ce cliché unique, fut inoubliable. Ses yeux, arrêtés en plein regard, fixèrent la poitrine dénudée de Mansfield avec un mélange d'effroi et de mépris. « Regardez la photo », expliqua Loren plus tard. « Où vont mes yeux? Je fixe ces tétons parce que j'ai peur qu'ils ne tombent dans mon assiette. Sur mon visage, vous pouvez lire la peur. J'avais vraiment l'impression que tout allait exploser, boum, et déborder sur la table. Tout était dit. Mais à l'époque, personne ne connaissait le contexte. Le public ne voyait qu'un regard de jalousie, une rivalité naissante entre deux des plus grandes stars de la décennie. Pour Mansfield, l'incident était calculé. Célèbre pour ses accidents vestimentaires et ses coups d'éclat médiatiques, elle avait bâti sa carrière autant sur les scandales que sur son jeu d'actrice. Dans un monde obsédé par Marilyn Monroe, Jayne Mansfield se vendait comme plus Marilyn que Marilyn. Plus blonde, plus audacieuse, plus excessive. Et cela fonctionna. Du jour au lendemain, les gros titres ne parlaient plus du contrat Paramount de Sophia Loren, mais de la poitrine de Jayne Mansfield et du regard assassin de Loren. Ce qui devait être l'intronisation de Loren se transforma en cirque médiatique. À Hollywood, l'image était tout. Pour une jeune actrice étrangère cherchant à s'imposer, ce type d'attention était dangereux. Loren voulait être reconnue comme comédienne, non réduite à un cliché scandaleux. Mais après cette nuit, son arrivée fut éclipsée par l'affaire. « Cette photo m'a poursuivi toute ma carrière », avoua-t-elle des décennies plus tard. Très souvent, on me la tend pour la dédicacer. Et je ne le fais jamais. Je ne veux rien avoir à voir avec elle. Pour Loren, la peur était réelle. Que Mansfield lui ait volé la vedette et, pire encore, qu'elle l'ait étiquetée comme une rivale jalouse, une femme définie non par son talent, mais par une querelle inventée. Malgré l'humiliation, Loren refusa d'alimenter la polémique. Elle ne signa jamais la photo, n'exploita jamais l'instant, et parla toujours de Mansfield avec une compassion surprenante. « Par respect pour Jayne Mansfield, » dit Loren, parce qu'elle n'est plus parmi nous. La vie de Mansfield fut aussi dramatique que sa carrière. 10 ans plus tard, en 1967, elle mourut dans un terrible accident de voiture à seulement 34 ans. Loren ne se moqua jamais d'elle, n'utilisa jamais la photo à son avantage, même lorsque l'image devint l'une des plus iconiques de l'histoire d'Hollywood. Gina Lollobrigida, l'Oscar qui a brisé l'équilibre.
Dans les années 1950, peu d'histoires brûlaient plus fort que la rivalité entre Sophia Loren et Gina Lollobrigida, deux déesses italiennes, toutes deux proclamées la plus belle femme du monde, enfermée dans une querelle à la fois tragique, théâtrale et cruellement publique. Pendant des décennies, cette guerre supposée autour de la beauté, de la gloire et des rôles a presque défini la carrière de Loren et failli la détruire. En 1954, lors du Festival du film italien à Londres, le monde entier observa Sophia Loren et Gina Lollobrigida posées côte à côte pour les photographes. La reine d'Angleterre assistait à l'événement, mais tous les regards se tournaient vers les deux stars italiennes. Loren, âgée de seulement 20 ans, arriva vêtue d'une cape dramatique et d'une couronne. Jeune femme avide d'attention. Lollobrigida, de 7 ans son aînée, était déjà une vedette confirmée. La tension se lisait dans leur langage corporel. Loren souriait maladroitement. Le regard de Lollobrigida semblait dire qu'elle aurait préféré être n'importe où ailleurs. Ce soir-là, une rivalité naquit. Elle s'envenima rapidement. Loren, guidée par son mentor Carlo Ponti, se mit à se comparer publiquement à son aîné. Elle plaisanta en disant qu'elle était plus plantureuse que Gina, insinuant que ses courbes lui donnaient l'avantage. Lollobrigida répliqua avec venin: « Nous sommes aussi différentes qu'un pur sang et une chèvre. Moi, je peux jouer une paysanne ou une dame. Sophia ne peut jouer qu'une paysanne. » L'insulte blessa profondément. Déterminée à prouver qu'elle pouvait être plus qu'une simple icône voluptueuse, Loren redécouvrit soudain un lien noble dans son arbre généalogique. Elle se mit à se présenter comme vicomtesse de Pozzuoli, dame de Caserte. Vrai ou pas, c'était une réponse directe à la pique de Gina. La querelle passa des journaux au bureau de casting. Lollobrigida avait triomphé dans Pain, Amour et Fantaisie et sa suite. Mais lorsqu'elle exigea plus d'argent pour le 3e film, les producteurs se tournèrent vers Loren. Celle-ci accepta un cachet plus modeste et s'empara du rôle. Ce fut un tournant. Loren devint la nouvelle coqueluche du cinéma italien, tandis que Gina fulminait. Les gros titres les désignaient comme ennemis jurés. La presse canadienne titra même « Gina, Sophia, guerre ouverte sur le plateau ». Pour une jeune actrice cherchant à percer à Hollywood, le danger était immense. Loren risquait d'être perçue non comme une comédienne, mais comme une source de scandale. En 1960, l'équilibre bascula. Loren éblouit le monde dans La Ciocchiara de Vittorio De Sica, un drame de guerre poignant où elle abandonna son image glamour pour incarner une mère désespérée. À seulement 25 ans, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice, le premier jamais attribué à une performance en langue étrangère. Lollobrigida, autrefois sacrée la plus belle femme du monde, n'avait ni Oscar, ni trophée de Cannes, ni percée hollywoodienne d'une telle ampleur. Elle remporta certes des prix italiens, mais la lumière internationale brillait désormais sur Loren. La presse présenta cela comme une victoire et une défaite. Sophia l'artiste, Gina la beauté déclinante. La rivalité ne s'éteignit jamais vraiment. En interview, Gina affirma que c'était Sophia qui entretenait la querelle. « Mon Dieu, elle et ses agents de presse ont inventé cette rivalité avec moi, et elle n'a pas arrêté depuis 50 ans. Pour moi, c'était vraiment ennuyeux. » Elle affirmait avoir bâti sa carrière seule, alors que Loren avait Carlo Ponti qui tirait les ficelles. L'amertume était encore vive, même dans la vieillesse. Loren, en revanche, resta largement silencieuse, refusant d'ajouter de l'huile sur le feu. Les deux femmes n'apparurent ensemble qu'une seule fois après les années 1950, en 1988, lors d'un hommage à Michael Jackson à Los Angeles. Même alors, elles échangèrent à peine. Ce que le public oublie souvent, c'est à quel point cette querelle fut dangereuse pour Loren à ses débuts. Hollywood était impitoyable envers les femmes perçues comme difficiles ou mesquines. Les directeurs de casting murmuraient que Loren pouvait être trop controversée, trop associée au scandale. Lollobrigida, déjà solidement installée, faillit écraser l'élan de sa rivale avant même qu'il ne démarre. Mais Loren tint bon.
Elle refusa d'être définie par les guerres de tabloïds. Elle concentra ses efforts sur son art, sur des performances révélant sa profondeur, jusqu'à ce que plus personne ne puisse nier sa grandeur. En janvier 2023, à la mort de Gina Lollobrigida à 95 ans, Sophia Loren surprit le monde par sa déclaration « Hier, j'étais trop bouleversée et je n'ai pas trouvé les mots. Chère Gina, ton corps s'est éteint, mais la lumière de ton étoile brillera toujours sur nous et dans nos cœurs. Je t'aime, Gina. » Ce fut un chapitre final empreint de grâce pour clore une rivalité amère. Après un demi-siècle de gros titres venimeux et de piques assassines, Loren choisit la compassion. À 90 ans, la vérité de Loren éclate enfin, et soudain, les films que nous pensions connaître prennent une autre couleur. La question demeure, peut-on encore savourer un film quand on connaît les tensions réelles qui se jouaient en coulisses? Les légendes doivent-elles être célébrées pour leur art ou pour les guerres qu'elles ont menées afin de survivre? Qu'en penses-tu? Laisse ton avis en commentaire, mets un like et partage cette histoire avec tous les fans de Sophia Loren que tu connais.